Salut Laurent, Salut Mouloud. comment ça va? Bah, super. Merci d'avoir accepté d'être rédacteur en chef de Click ce week-end. Ouais, ça veut dire quelque C'est la chose. première fois de ma vie que je suis. C'est vrai? J'ai longtemps été pigiste, mais rédacteur en chef, c'est la première Après fois. toutes ces années de journalisme. Ouais. Alors on va raconter un petit peu l'histoire. Vous commencez par écrire à Rock and Folk. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire là-bas? La date est importante, c'est-à-dire que c'était le début des années 80. Donc moi j'avais 21 ans, j'avais grandi en lisant Rock et Folk, qui à l'époque tirait à 200 000 exemplaires. Lire Rock et Folk tous les mois, c'était comme pour nos parents ou grands-parents d'écouter Radio Londres. Enfin, c'était un parachutage de vivres et de munitions mensuels. Et donc moi j'avais grandi en lisant Rock et Folk. À l'époque, il y avait une différence entre la presse rock américaine et la presse rock française. C'était que la presse rock américaine était très marquée par ce qu'on appelait le gonzo, sur lequel ils spignolent tous un peu aujourd'hui. Et la presse rock française, il y avait un esprit de dandy, où les mecs survolaient un petit peu les sujets, où ils s'intéressaient un peu aux références littéraires, à ce qui pouvait être raconté de plus profond. À l'époque, eux, ils avaient Woodward et Bernstein qui levaient le Watergate. Et nous, on avait déjà Alain Duhamel. Quoi, André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière. Eux, ils avaient Elvis Presley, nous, on avait Dick Rivers. Il y a toujours un petit décalage horaire. Quoi. Attention, pas de mal de Dick. Moi, j'aime Dick. Mais on aime tous Dick, mais on l'aime aussi pour ça, parce qu'on peut, justement, c'est un repère. Ouais. Ça donne l'échelle. Ouais, c'est comme Booba. Oui, voilà, les autres, ils ont 50, et nous, on a Booba, enfin, je sais pas. Est-ce que le fait que le rock soit devenu pendant une bonne décennie, voire deux, la culture majeure, ça a fait de la France un pays de copieurs ou de suiveurs? Oui, il y a eu clairement une volonté touchante, attendrissante, parfois pathétique, mais toujours sympathique, de coller au modèle anglo-saxon. Parfois, on a des Français qui prennent un pseudonyme français, mais là, il y avait cette volonté systématique de chiquer au quinri, quoi, que les gens ont après poursuivi plus ou moins sérieusement. C'est-à-dire que très vite, par exemple, un gars comme Mitchell, je parlais de cette distance et de cet humour, on sent qu'il n'est pas dupe et que c'est devenu le personnage de Monsieur Eddy. Enfin, il ne se prenait pas vraiment pour un ricain. Sur le point qui moi m'intéresse, c'est que je trouve qu'il y a un parallèle évident à faire entre le rock et le rap que les gens ne percutent pas forcément sur l'américanisation, c'est l'identification. Moi j'ai aimé NTM, NTM s'inspirait de Public Enemy ou de NWA parce qu'il racontait un genre de douleur auquel on pouvait s'identifier. Et on a tendance à oublier que le rock, ça part d'une douleur aussi. Les fanfaronnades virilistes des rappeurs ne les ont pas inaugurés. Dans la musique country, il y a aussi comme ça des espèces de vantardises et de rodomontades où les mecs racontent qu'ils ont un rôti de porc pour une famille de 12 dans le bleu de chauffe à bretelles. C'est à chaque fois des gens qui ont la grosse semelle crantée du système sur la gueule et qui réussissent à se dégager et du coup à se projeter en plus grand, plus fort, plus jouisseur, plus épanoui. Depuis New Orleans, c'est Jerry Roll, Morton ou même ou Armstrong ou qui tu veux. Ça a toujours été une affirmation parfois un peu tonitruante de leur virilité et à l'inverse, quand c'était des chanteuses, c'était la revendication du droit à exister autrement qu'à l'ombre de ces messieurs. Mais oui, la musique noire américaine et la musique petit blanc américaine, et surtout leur espèce d'entrelacs et de tricot miraculeux et magique qui a été le rock, et puis après ce qui en a découlé, c'est une douleur et une revendication à plus, mieux et tout de suite. Voilà. Plus, mieux, tout de suite, est-ce que c'est ce que vous êtes dit quand vous êtes barré aux États-Unis? Vous avez vécu 7 ans là-bas. Ouais, quand je suis parti en 83. J'avais donc 23 ans. Ça faisait un peu plus d'un an et demi que je bossais pour Rock et Folk depuis Paris et j'avais l'impression que ça allait vite tourner en rond. Les raisons de partir, elles étaient multiples. J'avais eu l'intuition que, en allant, d'abord en me rapprochant du rock et plus encore en m'expatriant, là j'allais quand même trouver matière à raconter quelque chose. Et en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que le sujet, c'était exactement ce qui m'avait amené. Là, ce qui m'avait motivé, c'était l'Amérique et le rock, et comment l'un était le reflet de l'autre, ou l'autre le prolongement de l'un. Aussi, moi, Fuck, c'est un livre que j'avais lu à l'époque. J'avais, 12 piges, et ça parlait déjà du rap. Dans les années 80, l'actualité musicale aux États-Unis, ça s'est trouvé être l'émergence, ou plutôt la concrétisation du hip-hop. Il y avait eu des petits prémices. Oui, voilà, des signes avant-coureurs, mais là... Je dirais plutôt des singles avant-coureurs. Oui, oui, joli. Des singles avant-coureurs, mais là, ça se constituait en culture et en force.
avec un F majuscule. C'est-à-dire que dès les années 80, très vite, il est apparu que le rock était en train de devenir ce qu'était le jazz Dixieland, Sidney Bechet. La clarinette, quand les rockers sont apparus, c'est-à-dire que voilà, c'est dégage, pousse-toi. Quand je suis rentré en 90, la messe était dite, c'était le hip-hop qui était hégémonique. Et donc je me suis retrouvé, effectivement, sans avoir de mérite particulier pour ça, mais à faire des interviews de Eazy-E, de KRS-One, des Beastie Boys, de Russell Simons, de Run DMC, de passer une journée avec LL Cool J. Enfin, Quel souvenir vous gardez de Eazy-E? Une teigne. Vraiment pour de vrai? Ouais, une petite teigne, quoi. Il y avait, je ne devrais pas dire ça parce qu'il est mort, le pauvre, mais quelqu'un avait dû être très désagréable avec lui. Il y avait beaucoup de colère dans ce petit bonhomme. Et il était quand même très, très en colère contre plein de gens. Non, il y a des gens qui ont de la chance de vivre au bon âge l'émergence de choses absolument galvanisantes et surépanouissantes. Entre 85 et 95, les gens qui se sont pris le hip-hop, que ce soit aux États-Unis ou sur les deux côtes ou en France, et en voyant les disques se fabriquer en temps réel. C'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Il faut pour cela un appareil adéquat, en vente depuis hier, dans les magasins de ici. Tout se passer en temps réel et avoir l'impression d'être monté dans le train et de suivre le mouvement, ça devait être absolument godant. Pour ne pas prendre un mot plus prétentieux. Alors, retour en France, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en 90, après Fuck? Déjà, quand je rentre en France, alors que moi je rentre en France la tête pleine de projets qui n'avaient rien à voir avec la télévision, mon ami Antoine Decaune me demande, mais presque comme un service, de venir travailler un petit peu avec lui à la télévision pour écrire avec lui une séquence qu'il interpréterait à la fin de Nulle part ailleurs. Et moi, j'avais jamais eu aucune envie de travailler à la télévision. Je regardais pas spécialement la télévision, je m'en foutais. Et puis, assez vite, je me suis trouvé bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Antoine, et pour Antoine, à écrire les fameux personnages de fin de Nulle part ailleurs. Assez vite, il s'est retrouvé à faire ça avec José Garcia. On a fait ça pendant 5 ans, et puis après on est l'un et l'autre passé à autre chose. Et quelle ne fut pas notre surprise, encore 10 ans plus tard, donc en 2005, de voir que ça avait laissé un aussi bon souvenir aux gens. Mais il y a un truc, quand vous racontez le canal de cette époque, on a l'impression que c'est la télé qui était faite par des gens qui ne voulaient pas spécialement faire de la télé. Alors ça, je pense que c'était... enfin, je ne sais pas si c'était la même chose sur les autres chaînes, mais Canal+, là pour le coup, c'était flagrant. C'était principalement des gens qui avaient eu envie de faire autre chose et qui n'y étaient pas arrivés, pas encore arrivés, ou heureusement n'y étaient pas arrivés. Mais bref, leur intention de départ avait été déçue. Et du coup, ils arrivaient à faire de la télé un peu par défaut, mais riches et porteurs de ces aspirations qu'ils avaient pu avoir, et malgré tout du petit bout de chemin qu'ils avaient réussi à parcourir. Et par exemple, le métier que moi je me suis retrouvé à faire, quand j'ai commencé à le faire au début des années 90, il existait de façon quasi clandestine. C'est-à-dire qu'Antoine a été l'un des premiers, sinon le premier, à afficher ses auteurs, ses collaborateurs, Albert Algou et moi. Mais les journalistes de la presse télé, à l'époque, pensaient que c'était du off. Et qu'il fallait surtout pas parler de nous. Et donc Antoine était obligé de les engueuler en disant non mais parlez d'eux. Le métier n'existait pas vraiment. On ne savait absolument pas à quel point il pouvait être rémunérateur, à quel point il pouvait être jouissif aussi. Mais donc il n'y avait pas de vocation à l'époque. Personne. Moi je voulais être grand écrivain, je voulais pas écrire des conneries pour la télévision. L'arrêt de la télé, comment on le vit? 95. Ce qui m'a manqué, c'est mes copains. Ce qui était formidable, c'était pendant 5 ans, j'en ai pris conscience le jour où ça s'est arrêté. C'est que c'était vachement agréable d'aller au bureau et de voir les sympathiques bobines d'Antoine Decaune, d'Albert Algou et de Bruno Gaston, qui était le quatrième mousquetaire dans l'ombre, et avec lesquels on se marrait. Si on devait le chronométrer, il y avait au moins, tout cumulé, un quart d'heure de fou rire par jour.
Je me projetais toujours en marge, pas du tout dans la Matrix. Et donc, je me disais, ben voilà, en fait, moi, j'avais pas prévu de me retrouver à être dans le showbiz, pour dire ça comme ça. Or, j'y étais. Vous avez fait des trucs avec le showbiz que moi je trouve hyper cool. C'est écrire pour Patrick Bruel, Alors, c'est écrire pour les G-Squad. ça. Alors, G-Squad, il faut expliquer parce que c'est un vieux pote à moi, il s'appelle Fabrice Nataf, et il dit voilà, là, l'essentiel de mon chiffre, je le fais avec les Backstreet Boys ou les je sais pas quoi. Et il dit c'est un groupe de garçons coiffeurs ébouriffés au Babyliss qui chantent de la disco de merde. Et ils vendent des wagonnets. Ils disent quand même bien le diable, si moi je réussis pas à faire la même chose en France, on fait un casting, on prend 4-5 mecs, je récupère des faces B ricaines, et puis toi tu mets des paroles françaises dessus. Et le truc était tellement véreux, tellement Moi j'y pourri. serais allé direct. J'ai dit, serais allé direct. mais bonne pioche. Et alors, parce que historiquement, G-Squad était le premier boys band. Donc il n'y avait pas vraiment de point de comparaison. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit un certain nombre de morceaux. Lesquels Alors le premier, c'était Je suis Red Dingue de toi. Red Dingue de toi. Non, c'est vous. Ouais, Mais non. c'est moi. Je suis Red Dingue de toi. Ça prend combien de temps à écrire ça? Je suis Red Dingue de toi, Red Dingue car tu vois, je suis Red Dingue de toi. Ah non, c'était pas ça, c'est la première fois, tu vois, et il manquait un pied pour le vers suivant. Je vais lui refaire dire, c'est la première fois qu'une fille me fait ça comme ça, ok, la raideur dans la dinguerie. Et il manquait un pied, donc je rajoute, c'est la première fois, tu vois, comme un qu'une fille me fait ça comme ça. Sauf que à l'oreille, et la façon dont les gars l'avaient chanté, ça devenait aucune fille ne me fait ça comme ça. Aucune fille me fait ça comme ça. Ce qui peut être interprété de différentes façons, et c'était devenu, me dit-on, un hymne souterrain des soirées mousse du Queen ou de ses succursales, voilà. Ce qui est quand même une grande fierté que d'avoir pu participer comme ça à la fabrication d'un hymne LGBT. Moi je propose voyage dans le temps. 1990, Fuck, 2015, Kiff. Enfin 2014. Ouais. On passe de Fuck à Kiff. Quelle est l'histoire du roman? C'est une suite de malentendus. Un mec qui doit récupérer une boîte de nuit. Alors oui, au départ, c'était une envie de jouer avec les codes du western. C'est-à-dire, au lieu que ce soit un pied tendre venu de l'Est qui se retrouve à hériter d'un ranch et qui se trouve confronté aux Indiens, aux bandits mexicains, aux propriétaires voisins et aux pistoleros qu'ils ont engagés pour le dégoûter et récupérer son domaine pour une bouchée de pain. Là, c'est un gars qui jusque-là était CRS, c'est pas marqué sur sa gueule, et le mec déboule et se retrouve par un enchaînement de circonstances à hériter d'une boîte de nuit, mais pas d'une boîte de nuit chic, d'une boîte de nuit un peu hangar hip-hop. Et lui, il est convaincu qu'une boîte de nuit, il n'y a rien de plus simple, il suffit de mettre de la musique fort et de servir de l'alcool. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout si tout le monde en veut à sa boîte de nuit. Il y a des élus locaux qui veulent la fermer, des flics qui veulent le racketter. À cette histoire-là, il faut ajouter des Français convertis, DSK. Ouais, non, parce que quand j'ai commencé à vouloir donc faire cette histoire qui aurait été un peu une espèce de western, on était à l'automne 2011. Et l'automne 2011, les gens ont oublié maintenant parce qu'il y a eu d'autres merdes depuis, mais c'était provoquer un débat sur la notion d'identité nationale, la filière halal, les lieux de prière, etc. Et je me disais, putain, il ne doit pas faire bon être musulman. Ça va être casse-couille, parce que dès qu'on allume son poste, on s'en prend plein la gueule, quoi, alors qu'on n'a rien demandé à personne, et c'était non-stop. Et du coup, alors que donc j'étais parti pour faire juste un western complètement frivole et intemporel et déconnecté de tout, en fait, ces thèmes se sont invités un peu de force dans ma fiction, parce que si j'avais été Edwy Plenel, j'aurais écrit un essai pour les musulmans, par exemple. Mais je ne suis pas éditorialiste, j'écris des conneries, donc du coup, mon indignation, ma consternation se sont processed, enfin transformées en matériaux pour la fiction. Et comme en fait j'ai le mauvais esprit et le sens de la dérision, toutes ces histoires de lieux de prière, de halal, de machin, c'est devenu l'enjeu d'une histoire d'arnaque qui est venue se greffer sur l'histoire de la boîte de nuit. Et c'est comme ça, en fait, c'est dans tous les romans, c'est pareil. Pour qu'un roman soit intéressant, il faut une intrigue A, une intrigue B et une petite intrigue C.
Et voilà, donc j'avais mon intrigue A, c'était le CRS et sa boîte de nuit. Après, j'avais mon intrigue B, c'était effectivement un converti très zélé, comme toujours les convertis, qui voulait devenir le héros de l'instauration de la charia en France, et pour ça, qui voulait réussir à ouvrir une spectaculaire mosquée, enfin décente et capable d'accueillir plein de gens, mais qui du coup, pour avoir de l'oseille, va racketter un riche saoudien qui passe son temps dans les palaces environnants et qui organise des soirées des SK où il demande à des prostituées de se déguiser en femme de chambre. Et donc il va lui faire honte en disant que c'est un mauvais musulman et que pour se faire pardonner, il faut qu'il lui file de l'oseille. Du coup, il se retrouve avec une mallette avec 1 million d'euros en cash qui va changer de main. Et dès l'instant qu'il y a une mallette, eh ben, on peut être sûr que tout le monde devient fou et que tout le monde veut se l'approprier. Et voilà, mais si on regarde, souvent les histoires, c'est des histoires de mallettes. C'est des mallettes à tiroir quand même. Voilà, mais Hitchcock appelait ça le MacGuffin. What is a MacGuffin? A MacGuffin you see in most films about spies. Parfois c'est un microfilm, parfois c'est dans la mallette il va y avoir de la drogue, parfois il va y avoir les plans du prototype, parfois c'est juste de l'oseille, mais il y a toujours une mallette. Tout le monde, ou parfois c'est comme c'est le faucon maltais, c'est un oiseau ou un fétiche à Rumbaya, dans lequel voilà, il y a un diamant en fait caché là-dedans, vous voyez. Mais, mais le fétiche à Rumbaya, en fait, il faut le considérer comme une mallette. Il y a un bouquin qui était sorti en même temps que Kif, et pour moi Kif c'est l'antidote de ce livre, c'est Le suicide français d'Éric Zemmour. D'un côté on avait Éric Zemmour qui nous parlait de la France qui fait peur et qui sera bientôt invivable, et vous parlez d'une France qu'on peut regarder dans les yeux, qui peut faire marrer malgré tous ces petits problèmes de mésentente. En même temps, il faut se méfier, parce que moi je suis un bobo qui vit à Paris intramuros, je ne vois que les bons côtés de tout dans l'existence. Sur les histoires d'immigration, c'est quelque chose auquel je ne pense jamais. Sinon, pour m'aviser de la chance que constitue la présence aujourd'hui de Français issus de l'immigration de leurs parents ou grands-parents. Parce que s'il n'y avait pas des Français rebeux africains en France aujourd'hui, je me demande quelle serait la vie culturelle. Bon, déjà, il y aurait moins de maisons, parce que c'est leurs parents et leurs grands-parents qui les ont construites. Mais surtout, la vie culturelle, je ne parle même pas du sport, mais la vie culturelle serait divisée, serait coupée en deux. Puisque, je veux dire, ça n'est pas du tout pour dire qu'il n'y a que des enfants ou des petits-enfants d'immigrés qui font des choses intéressantes, mais ils sont quand même nombreux à en faire de très intéressantes. Si on prend le cinéma français et qu'on, comme ça, par un coup de baguette magique maudite, sont reconduits à la frontière tous les immigrés, ou descendants d'immigrés plutôt, le cinéma français est moins vivace subitement. À part déjà qu'on a souvent l'impression d'un cadavre qu'il faut réveiller tous les ans à coup de faire passer le défibrillateur. Là, si on vire les Kéchiches, les Debbouze, les Omar Sy... Ensemble, ils ont rendu hommage aux tirailleurs dont ils racontent l'histoire en chantant leur hymne. Mais bon, déjà, le cinéma est mal, la musique, j'en parle pas, la littérature, enfin... Donc il faut arrêter, pour moi, c'est une non-question. On va résumer ça comme ça. Quand j'étais petit, dans les années 60, il y avait un truc qui était, je crois que c'était John Lennon qui avait dit « La guerre est finie, si vous le voulez. War is over, if you want it. » Et il y a déjà longtemps, sans angélisme, sans naïveté et en vigilance totale vis-à-vis de mes réflexes reptiliens et forcément eurocentrés de bourgeois français privilégiés, mais j'ai décidé que le racisme ne passerait pas par moi. Le racisme is over if you want it. Et il suffit de le décider. Après, c'est un travail, c'est une vigilance, c'est un boulot de tous les instants. On a tous un fond de racisme. Non, mais c'est une configuration mentale. Ouais. 2015, elle est dégueulasse ou pas la France? Ou elle est kiffante? Il y a plein de choses qui vont super bien. Il y a plein de gens qui sont en train d'engager des dynamiques. Je dis ça sans angélisme et sans être le ravi de la pastorale des Santons de Provence. Mais je veux dire, il y a des gens qui ont des projets, il y a des gens qui sont créatifs, il y a des gens qui sont enthousiastes, il y a des gens qui sont dynamiques. Il y a des gens qui en plus qui font des trucs, sans revenir à des clichés United Colors of Benetton, mais il y a des gens qui sont colorblind, il y a des gens pour qui les origines sont pas un sujet. Il y a des gens qui sont déjà après ça, il y a des gens qui avancent.
Et puis il y a des gens, hélas, qui lâchent pas. Qui lâchent pas. Et puis il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui ont peur. C'est pas pour trouver des excuses. Les raisons de manifester son exaspération sont multiples. Et quand vous avez des gens qui sont des éléments du problème, pardon, je vais être sérieux 30 secondes, mais ce que Coluche appelait merveilleusement les milieux qui s'autorisent. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. On vous a pas demandé. Allez hop, circulez, allez hop là. Et qui squattent la parole, qui confisquent la parole, et qui entre deux rots que leur provoque la digestion de la jouissance de leurs privilèges au quotidien, viennent depuis leur... c'est hélas un discours que le FN peut produire, mais hélas, ça peut être vrai. Il y a des gens à la télévision dont chaque passage consistant à dire aux gens, surtout ne votez pas comme ça. Et quelqu'un qui est dans une mer de noire se dit, putain, le seul truc qui leur fait peur, le seul truc qui les fait chier, eux, qui se gobergent, qui festoient, et qui me considèrent, moi, juste comme une donnée statistique, ou une variable d'ajustement, ou un lest dont on peut se séparer juste pour que l'économie se remette. Le seul truc, puisque ma voix, ils ont pas voulu l'entendre, mes lettres recommandées, mes votes précédents, mes représentations syndicales, le seul truc qui va les emmerder, le seul truc qui va leur gâcher leur soirée petit four champagne, c'est si y a une alerte aux élections. Je pense que c'est sans autre conviction que ça, sans idéologie, sans racisme. Je pense même qu'il y a des gens issus de l'immigration qui, juste pour faire chier les milieux qui s'autorisent, comme disait Saint Coluche, se disent, tiens, on va leur envoyer un petit coup d'Airwick. Alors après, combien ils sont, quelle proportion... Mais voilà, tout ça est compliqué. C'est pour ça qu'après avoir dit que je ne pouvais pas répondre à la question, j'y réponds pour dire que voilà, on ne peut pas y répondre. Il y a un sujet sur lequel on est d'accord qui est pour moi en filigrane dans Kiff et que j'avais un peu commencé... Enfin, c'est un truc qui m'a peut-être sensibilisé quand j'avais lu Fock à l'époque. C'est une problématique qui est moi une des questions que je me pose beaucoup, même quand j'écoute du rap, quand j'entends les insultes sur les nanas, c'est à quel point c'est dur de grandir aujourd'hui en 2015 quand on est une fille. Ah bah c'est une question essentielle. Et je trouve qu'à travers le personnage de la nana de Kiff, on voit à quel point c'est chiant de grandir quand t'es une nana. Et je fais pas mon féministe à deux balles. Hein. Pour plaisanter ou provoquer, et avec le risque que ça fasse fuir le lecteur sans forcément attirer les lectrices, mais ouais, j'ai envie de dire que y a quelque chose qui peut distinguer mes polars de certains autres, c'est qu'ils sont sourdement féministes. Tout à l'heure, je disais que quand j'étais gamin, je me méfiais des trucs en isme, trotskisme, maoïsme, fascisme, mais il y a un truc en isme auquel, si je devais en épouser un, ou en embrasser un, ce serait le féminisme, parce que l'ennemi, c'est vraiment les machos. Parce que les machos, ils sont généralement racistes, ils sont bellicistes, ils sont homophobes, ils sont cupides, parce qu'ils ont besoin de plein de blé pour leurs grosses montres, leurs pompes qui brillent, leurs grosses bagnoles. Pour bien poser leurs grosses couilles. Avec mes grosses couilles, je fais mon jogging avec mes grosses couilles, en écoutant Billie Jean. Avec mes grosses couilles, j'appelle ma chérie. Avec mes grosses couilles, et donc, non, et puis je vous dis, moi j'ai deux filles qui ont deux mères, donc deux femmes que j'ai aimées et que j'aime. Et je ne vois pas au nom de quoi, simplement parce qu'il a un appendice caudal accroché entre les cannes, un mec, n'importe quel mec, se décréterait une supériorité, enfin non seulement une supériorité théorique, et dans la foulée des droits, parce que c'est même très vite, c'est de façon plus ou moins proférée, c'est ce dont il s'agit. Donc tout ça me semble tellement aberrant que oui, c'est le sujet. Ok, il y a les attitudes des mecs, mais c'est aussi ce qu'on définit comme fille pour une nana, c'est super dur. C'est-à-dire qu'il faut être bonne comme Nabila, il faut danser comme Beyoncé.
Il n'y a aucun écrit, même de Zemmour, qui sera aussi nocif et pernicieux et dommageable au bon épanouissement des femmes en France, pour ne parler que de la France, parce qu'il y a des pays où, comme chacun sait, c'est encore plus compliqué. Mais en France, il n'y a aucun écrit, même d'un misogyne hystérisé et aveuglé par la haine comme Zemmour, qui sera aussi dangereux que chaque livraison de presse féminine, qu'elle soit hebdomadaire ou mensuelle. Parce qu'il n'y a rien de plus débilitant, de plus normatif, mais pour façonner les existences au plus débile et au plus contraignant, que les papiers psycho, les papiers sexo, les portfolios de mode avec des gamines qui donnent l'impression de sortir d'un camp de la mort nord-coréen, et comme des porte-manteaux sur lesquels on accroche des fringues pour femmes de dictateurs ou putes russes. Enfin, il n'y a rien de respectable. Sinon, de se dire que de même que les camionneurs ont droit à des bouquins de cul qui représentent la vie telle qu'heureusement elle n'est pas toujours, les filles, si ça leur plaît, ont droit d'avoir comme ça des espèces de représentations d'une certaine idée du glamour ou de je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours sûr qu'il y ait comme ça un clignotant qui précise aux lectrices: ceci est une fiction, ceci n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Et donc, non, bien sûr que c'est dur pour les filles, mais c'est dur, entre autres et d'abord, à cause et en conséquence de ce que d'autres filles leur foutent dans la tête. Pour finir, quel est ici l'objet, le bouquin le plus kiffant? Aujourd'hui, je dirais rien. Enfin, je veux dire tout et rien. C'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est des choses, que ce soit des bibelots, les planches de Feu mon ami Guy Pellart ou mes livres, mes disques, etc. Tout ça, c'est bien sûr des choses auxquelles je tiens. Et en fait, maintenant, je m'en branle. Si, tiens, alors voilà, j'ai trouvé le truc le plus kiffant. La seule fois de ma vie où j'ai eu une idée de décoration, ouais. C'est ça. C'est un présentoir. Voilà, c'est le présentoir pour mes paperbacks ricains. Voilà. Ça, c'est rigolo parce que tout le monde n'a pas ça. Il grince, donc je l'huile. Et donc, voilà, c'est très commode pour ranger les livres de poche. Mais bon, pour dire que si on en est réduit à citer ça comme truc kiffant, non. En fait, la meilleure façon de jamais être ringard, c'est d'avoir jamais été branché, ni cool. Alors attends, déjà, il faut que je comprenne. La meilleure façon de... Non, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été ringard. Mais non, c'est vrai, même quand j'étais plus jeune, j'ai pu le déplorer à certaines périodes. Parce qu'il y a toujours un moment où les mecs qui se disent dans le coup deviennent des vieux cons parce qu'ils disent « Ah, c'est en train de changer, c'était mieux avant ». C'est l'histoire de l'horloge arrêtée qui donne la bonne heure 2 fois par jour. Moi, par exemple, mes chemises à carreaux de gros mythos qui se prend pour un cow-boy, il y a encore 10 ans, c'était un sujet de plaisanterie. Maintenant, j'ai presque envie de plus les mettre parce que ça fait de moi un mec à la mode, mais je suis pas inquiet. Je sais que tôt ou tard, ça va être les chemises à fleurs et je pourrais recommencer à porter mes chemises à carreaux tranquillement sans faire jaser. À vivre, la ringardise, c'est assez cool. Parce que c'est pas prise de tête. Alors que d'être cool, putain, c'est un full-time job. Moi, j'aimerais tellement pas être cool. Si, quand... Vive les ringards.